Tout d'abord, je voudrais tout d'abord remercier l'entraide Bois de Boulogne et particulièrement sa présidente, Madame Claudia Ayas, ainsi que Monsieur le docteur Raouf Ayas. Je voudrais également remercier ma femme, Adèle, qui est toujours ma technicienne en chef, ma conjointe, mon amie, et qui règle la plupart de mes problèmes, y compris mes problèmes pendant mes conférences. Bon, je dois donc vous parler de Voltaire. Maria, voulez-vous mettre la diapo numéro 2, s'il vous plaît? Comment peut-on parler de Voltaire, surtout en moins d'une heure? Comment peut-on évoquer en une soirée un génie d'une telle stature, une pensée d'une telle diversité, une œuvre d'une telle portée? C'est une tâche à proprement parler surhumaine. Mais comme on m'a bien prévenu que je ne pouvais pas vous parler pendant 3 jours de suite, je me contenterai donc de vous dire brièvement pourquoi, au XVIIIe siècle, Voltaire a été l'écrivain européen le plus célèbre, et plus important encore, pourquoi son message me semble, encore aujourd'hui, pleinement d'actualité. Commençons donc, si vous le voulez bien, par une petite anecdote. Un soir du mois de mars 1778, dans un appartement parisien qui surplombe la Seine, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quai Voltaire pour ceux qui connaissent Paris, un vieil homme de 84 ans est assis dans un fauteuil. Un vieil homme de 72 ans pénètre dans la pièce, se jette à genoux devant lui prend la main qu'il embrasse et lui demande de le bénir. Ce vieillard de 84 ans était Voltaire. Vous allez voir la différence entre la diapo 2 et la diapo 3. Diapo 3, s'il vous plaît, Maria. Voltaire quand il était vieux. Et l'homme de 72 ans, c'était Benjamin Franklin. On va voir la diapo 4 qui nous montre Benjamin Franklin, qui est, comme vous le savez sûrement, le père spirituel de la Révolution américaine qui venait d'arriver en visite en France. Et la déférence, sinon l'humilité de l'homme qui a rédigé la Constitution des États-Unis devant le vieil écrivain français dit assez l'extraordinaire prestige de Voltaire et pendant ce siècle-là. On va voir la photo de la diapo 5 de Voltaire et Franklin selon une peinture, je crois, de cette époque-là. Voltaire a sans doute été au cœur même de tout ce qui régnait, pensait et écrivait alors en Europe. Les personnalités les plus importantes de tout le continent se bousculaient pour être ses correspondants. Et quand on recevait une lettre de Voltaire, on la conservait pieusement. C'est tout juste si on ne l'encadrait pas sous une vitre. On a ainsi réussi à conserver l'essentiel de la correspondance de l'écrivain. Elle a été récemment publiée au complet et comprend plus de 20 000 lettres. 20 000 lettres. On peut imaginer la somme de travail qu'il a fallu à Voltaire pour écrire 20 000 lettres, quelques dizaines de tragédies, 4 ou 5 sommes historiques, une vingtaine de contes philosophiques, des centaines de traités, de dialogues, de pamphlets, d'opuscules, 3 ou 4 dictionnaires philosophiques et 2 ou 3 poèmes épiques. Je voulais vous donner une idée de cette œuvre colossale et j'ai pensé à un moment donné reproduire le titre de ces tragédies. J'ai donc commencé à les compter pour savoir combien de diapos j'allais faire pour vous montrer les titres. Et il y a 53 titres, 53 tragédies, aussi longues que celles de Corneille ou de Racine. Je me suis rabattu alors sur ces œuvres historiques que je voudrais vous montrer dans la diapo 6, s'il vous plaît, Maria. Il y a beaucoup d'œuvres historiques. Je voudrais dire juste un mot sur le plus important, le plus connu, le plus célèbre
la plus célèbre œuvre historique de Voltaire qui s'intitule L'essai sur les mœurs. C'est un ouvrage colossal de plusieurs centaines de pages dans lequel, imaginez-vous donc, Voltaire a essayé de raconter l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'au XVIIIe siècle, en passant en revue toutes les civilisations qu'il connaissait. Bien, revenons, si vous le voulez bien, à sa correspondance. Dans mes recherches sur le philosophe, j'avais surtout été amené à travailler sur sa correspondance. J'avais passé plusieurs années à lire des milliers de ses lettres. Ma femme se lassait de me voir veiller bien tard en compagnie du philosophe et disait à ses amis: Jean Morsel a une maîtresse qu'il fréquente assidûment et elle s'appelle Voltaire. L'histoire du cheminement de ces lettres est assez étonnante. Par un concours de circonstances extraordinaires, la correspondance a été vendue à la mort de Voltaire à l'impératrice de Russie, puis achetée à la fin du XIXe siècle par un millionnaire américain du nom de Pierpont Morgan. Elle se trouve aujourd'hui à New York, à la Pierpont Morgan Library, où ne peuvent y avoir accès que quelques chercheurs privilégiés. On va voir à la diapo 7 la Pierpont Morgan Library. Or, un jour, vers le début des années 80, je parlais de Voltaire avec une jeune femme américaine qui travaillait à Ottawa. À peine avais-je mentionné la Pierpont Morgan Library qu'elle s'est exclamée: « Mais mon frère, il travaille comme bibliothécaire. » À ma demande, elle lui téléphone, lui demande si je peux consulter la correspondance. Il accepte et promet de me donner un permis spécial. Je retourne à la maison dans un état d'euphorie et je dis à ma femme: « Allez, fais la valise, on va à New York. » Quelques jours plus tard, nous nous trouvions au cœur de Manhattan, non loin de Park Avenue. La Pierpont Morgan Library est logée dans l'ancien palais du propriétaire qu'il a légué à sa mort à la ville de New York. Nous frappons à la porte, un garde nous accueille, nous demande 2 documents d'identification avant de frapper à une lourde porte en bois où s'en trouve un Judas par lequel un regard inquisiteur nous scrute. Je commençais à m'étonner et à m'inquiéter. Allions-nous, ma femme et moi, visiter le trésor américain pour toutes ces chinoiseries de sécurité? Enfin, le frère de mon ami nous accueille aimablement, nous demande d'enfiler des gants de lin fin et nous fait pénétrer dans une haute salle. Voyons donc à la diapo 8 la salle de lecture de la Pierpont Morgan Library. Nous nous asseyons à une table de bois massif et finalement un monsieur arrive portant solennellement un grand in-folio qu'il dépose devant nous. J'ai eu brièvement à l'esprit l'image de ces curés de jadis portant solennellement le Saint-Sacrement en procession. Vous vous souvenez tous sûrement de votre premier amour quand vous deviez recevoir pour la première fois une missive du bien-aimé ou de la bien-aimée. J'étais dans le même état d'esprit. J'étais ému d'avoir devant moi, sur de vieux papiers jaunis, l'encre pâlie des mots qui avaient tracé de sa propre main l'homme qui avait été, avec 5 ou 6 autres comme lui, l'un des principaux architectes du monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Qui donc écrivait à Voltaire? L'Europe entière, ai-je déjà dit. Frédéric le Grand, le roi de Prusse, appelait Voltaire entre guillemets, mon maître. J'ai vu des lettres où il lui écrivait mon maître et lui demandait de corriger ses poèmes qu'il écrivait en français. Imaginez donc le roi de Prusse, c'est-à-dire ce qui allait devenir plus tard l'empereur d'Allemagne, écrivait en français au XVIIIe siècle. On va voir la photo de Frédéric le Grand à la diapo 9. Ensuite, les impératrices de Russie. Tout d'abord, l'impératrice Élisabeth, puis Catherine la Grande, qu'on voit dans la diapo 10. Et également beaucoup
la reine Christine de Suède, que l'on voit dans la diapo 11, le grand électeur palatin d'Allemagne, les papes ont écrit à Voltaire, ce qui étonnera peut-être certaines personnes qui savent la réputation de Voltaire par rapport à sa position sur le monde religieux. Donc les papes, les philosophes, les savants, les poètes, les ducs et les ministres, tous demandaient conseil à Voltaire, tous voulaient avoir son avis, sinon son autographe. Pourquoi ces succès? Pourquoi cette réputation? C'est que Voltaire avait fini par être, pour tous les gens qui pensaient en Europe, le symbole même de la pensée libre, débarrassée des préjugés et des superstitions. Il était tout à la fois le porte-parole, le flambeau et le catalyseur du combat contre la superstition, le fanatisme, les erreurs judiciaires et l'injustice sociale. Il serait trop lent pour moi de détailler ce soir toutes les péripéties de ce combat. Concentrons-nous un moment sur une ou deux affaires, comme on les appelait alors, pour comprendre son rôle. Commençons par l'affaire Calas. Jean Calas, dont on voit l'image à la diapo 12, était un huguenot. Un huguenot, c'est-à-dire un protestant, qui vivait tranquillement avec sa famille à Toulouse. Un matin, au début des années 1760, on trouve son fils Marc-Antoine pendu dans la maison familiale. Tout de suite, la rumeur commence à circuler et à se répandre dans la ville. Marc-Antoine voulait, disait-on en chuchotant, se convertir au catholicisme. Son père n'aurait pas supporté cette idée et aurait préféré tuer son fils. La rumeur grandit, s'enfle. On arrête Jean Calas et le Parlement de Toulouse. Je dis le Parlement de Toulouse parce que c'est comme ça qu'on l'appelait au XVIIIe siècle, mais en réalité, c'est-à-dire le grand tribunal de la ville. Le Parlement de Paris, c'est pas le Parlement tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le grand tribunal de la ville de Paris. Donc, le Parlement de Toulouse, c'est-à-dire le tribunal de la ville, qui est dominé par des intégristes, juge Jean Calas. L'homme proteste de son innocence et nie jusqu'au bout le crime. Il n'y a pas de preuve irréfutable qu'à cela ne tienne. Calas est condamné à mort, attaché à une roue de bois, et ses membres sont rompus jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voltaire apprend l'affaire. Il entre dans une colère furieuse, épique. Il commence une campagne incessante pour la réhabilitation de Calas. Il obtient que le procès soit rejugé à Paris. Il engage avec son propre argent les meilleurs avocats de l'époque. Il écrit surtout à tous ses amis, aux puissants, aux ministres, au roi, une multitude de lettres. Il inonde l'opinion de pamphlets et de libelles. Il explique sans relâche les faiblesses du jugement du tribunal de Toulouse. Il tonne et il gronde avec une grandeur épique contre le fanatisme, la bêtise, l'ignorance, l'intolérance. Il élargit le débat. Ce n'est plus un combat contre une erreur judiciaire tout simplement, nourrie par le fanatisme religieux, c'est une lutte de la civilisation contre l'intolérance. Voltaire finit par gagner sa bataille. Calas sera réhabilité par le tribunal de Paris. On ne peut plus le ramener du tombeau, mais son nom est blanchi et sa famille reçoit une compensation. Voltaire a à peine le temps de s'en réjouir qu'une autre affaire, encore plus grave, va éclater. Un jeune homme de 18 ans, le chevalier de la Barre, qu'on va voir dans la diapo 13, s'il vous plaît Maria, le chevalier de la Barre, vivait à Abbeville, une petite ville de l'Est de la France. Un jour de 1766, une procession du Saint-Sacrement passait dans les rues de la ville. Le jeune homme n'enlève pas son chapeau au passage de la procession. On l'accuse de blasphème, on l'arrête, on perquisitionne sa maison où l'on trouve, entre autres, des livres de Voltaire.
Le chevalier de la barre est accusé, sans preuve aucune, d'avoir mutilé un crucifix. Le tribunal d'Abbeville le condamne à avoir le poing tranché et la langue arrachée, puis d'être brûlé vif. Il en appelle du jugement au Parlement de Paris qui, par pitié, le condamne, après avoir eu la langue arrachée et le poing coupé, d'être pendu avant d'être brûlé. La sentence est exécutée. Voltaire apprend de nouveau l'affaire. Il se déchaîne de nouveau. Il condamne dans des lettres et des écrits où la colère est vraiment biblique le supplice infligé à un adolescent de 18 ans. Encore une fois, il élargit le débat. La question n'est pas celle du crime du chevalier, qu'il soit vrai ou non. La question est celle du fanatisme religieux qui, sous couvert de protéger la vraie religion et de combattre ses ennemis, bride toutes les libertés, celle de penser, celle de s'exprimer, celle de lire. L'ennemi, le vrai ennemi de Voltaire, le grand ennemi de Voltaire, c'est ce qu'il appelle l'intolérance, qu'il désigne dans sa correspondance sous le mot l'infâme. Et quand on lit les lettres de Voltaire, le mot l'infâme revient plusieurs milliers de fois. Le combat le plus important de Voltaire est le combat contre l'intolérance. Il va le mener sans cesse avec un talent, une fougue, une énergie que peu d'hommes auront eu. Après l'affaire Calas, après l'affaire du chevalier de la Barre, il y a eu bien d'autres affaires, notamment l'affaire Sylvaine où l'on accusa encore une fois faussement un couple protestant d'avoir jeté leur fille dans un puits. Et Voltaire va se démener et de vitupérer contre l'ignorance et de prêcher la tolérance, cet autre nom de la fraternité. Les armes de Voltaire dans ce combat sont bien connues. Ce sont son style inimitable, son ironie dévastatrice, toutes les ressources d'un fin ciseleur de la langue française. Comment choisir dans des milliers de textes des centaines de milliers de pages? Quelques exemples pris au hasard nous serviront d'illustration. Au XVIIIe siècle subsistait encore un horrible supplice hérité du Moyen Âge où il avait été utilisé sur une grande échelle, celui de brûler vifs certains prévenus, notamment les hérétiques, les blasphémateurs et les sorcières. Au temps de Voltaire, on appelait cela un autodafé, qu'on va voir au diapo 14, Maria, s'il vous plaît, un autodafé. En 1756, il y eut un grand tremblement de terre à Lisbonne. Vraiment un des plus grands tremblements de terre de l'histoire de l'Europe et sûrement de l'histoire du XVIIIe siècle. Certains y virent une punition de la Providence pour les péchés du siècle. Il fallait s'en repentir en attaquant en particulier les ennemis de la vraie religion. Et voyez comment dans Candide, alors, avant de vous montrer le livre de Candide, vous savez que Voltaire a écrit, je vous ai déjà dit que Voltaire a écrit des dizaines de contes. Le plus connu de ces contes, probablement le livre le plus lu de Voltaire, pas pendant sa vie, après sa mort, ce sont ses contes, et parmi ces contes-là, le plus lu de toute l'histoire de la littérature française, c'est Candide. J'ai le grand privilège d'avoir une édition du XVIIIe siècle de Candide que je vais vous montrer à la diapo 15, s'il vous plaît, Maria. Bon, dans ce conte de Candide, qui raconte les voyages d'un personnage qui s'appelle Candide, il tourne en dérision cette perversion de la vraie religion. Et je cite ce passage de Candide, permettez-moi de vous le lire. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coïmbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Fin de la citation.
Voltaire a aussi dénoncé inlassablement l'esclavage. Écoutez encore une fois un extrait de Candide où le style tout simple, la rapidité foudroyante du trait final sont beaucoup plus efficaces que de longs serments. Et je cite de nouveau Candide. Candide et ses compagnons, en approchant d'une ville, rencontrèrent un homme noir étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu, lui dit Candide, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, le fameux négociant, répondit l'homme. »« Est-ce ton maître, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, dit l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année, et quand nous travaillons à la sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main, et quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans ces 2 cas, et c'est à ce prix que vous mangez du sucre et du cacao en Europe. » Fin de la citation. Permettez-moi de faire un bref commentaire sur ce texte qui nous ramène aujourd'hui. Nous savons tous les conditions absolument épouvantables dans lesquelles de très nombreux travailleurs du tiers-monde travaillent pour nous préparer nos cacaos, nos cafés, notre thé, notre riz. Et ce qui était juste et correct et dénonçable au XVIIIe siècle et encore au XXIe. Enfin, je vais peut-être terminer le texte en vous citant ce petit extrait lapidaire de son traité sur la tolérance. Il a écrit un livre qui s'appelle Le traité sur la tolérance. Je vous prie de mettre la diapo 16, s'il vous plaît, Maria. Il s'agit d'une discussion entre un philosophe, c'est-à-dire Voltaire, et un traditionnaliste. Et voilà une autre diapo sur le traité sur la tolérance. La diapo 17, Maria, s'il vous plaît. Bon, alors je vous cite cet extrait du traité sur la tolérance. Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères, dit le premier, c'est-à-dire le philosophe, c'est-à-dire Voltaire. Quoi? Mon frère le turc? Mon frère le chinois? Mon frère le juif? Le siamois, c'est-à-dire le thaïlandais? Oui, répondit l'autre, c'est-à-dire Voltaire. Oui, sans doute. Ne sommes-nous pas tous enfants du même Père et créatures du même Dieu? Permettez-moi de rappeler ici une des images les plus fortes qui soit, qui montre comment Voltaire s'était identifié personnellement, intensément, avec toute sa sensibilité, dans sa lutte contre le fanatisme. 2 siècles avant lui, c'est-à-dire au XVIe siècle, dans le cadre des guerres de religion en France, vous savez sûrement qu'au XVIe siècle, il y a eu des guerres de religion partout en Europe et notamment en France, entre les catholiques et les protestants. Donc, dans le cadre des guerres de religion, des catholiques fanatiques de Paris avaient commis un crime horrible. Le 24 août 1572, au XVIe siècle, le 24 août, ils avaient massacré dans les rues, dans les maisons, partout, quelques 3000 protestants. Ce massacre est très connu dans l'histoire de la France et il est connu depuis lors sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy, puisque le 24 août est la fête de Saint-Barthélemy. Diapo 18, s'il vous plaît, la Saint-Barthélemy, il y a une image, un dessin de la Saint-Barthélemy. On a pu voir une représentation de ces événements dans un film français que les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir, mais que les plus âgés ont sûrement vu parce que c'était un film qui a eu un extraordinaire succès. Il s'appelait La Reine Margot. Il était basé sur un roman de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas. Et dans ce film, il y avait Isabelle Adjani et Vincent Pérez. Et on voit à la diapo 19 une image du film La Reine Margot, c'est-à-dire une image d'Isabelle Adjani qui a joué le rôle principal. Pour Voltaire, la Saint-Barthélemy avait fini par représenter la quintessence même
du crime fanatique, le symbole de la férocité que l'absence de raison apporte dans les rapports humains. Or, tous les jours de sa vie d'adulte, le 24 août, date du massacre, il tombait malade. Il avait la fièvre et devait se mettre au lit. Imaginez donc, c'est comme si aujourd'hui, un ou une pacifiste ressentait si fort l'horreur de la guerre nucléaire qu'elle ou il tombait malade le jour anniversaire de la bombe de Hiroshima. Je vous avais promis au début de ma causerie de vous dire quelques mots du message de Voltaire pour notre temps. Après ce que je viens de vous dire, ai-je besoin d'insister? Toutes les causes pour lesquelles Voltaire avait lutté en son temps se retrouvent de nouveau à l'avant-scène aujourd'hui. Le combat contre le fanatisme, l'intolérance, la bêtise, la cruauté, l'esclavage, la torture, les erreurs judiciaires, l'inégalité sociale. Ce combat-là n'est pas seulement du XVIIIe siècle, il est de toujours, il est d'aujourd'hui. Reprenons donc un petit peu certains éléments. Voltaire avait combattu vigoureusement la torture judiciaire, c'est-à-dire la torture infligée à des accusés pour leur arracher des aveux. Or, la torture aujourd'hui est plus répandue que jamais. Les coïncidences sont étonnantes. Il y a un cas tellement raconté dans les médias que je me permets de vous le rappeler. Ça s'est passé il y a 5 ou 6 jours. Vous savez qu'il y a une dizaine de jours, la Biélorussie avait détourné un avion, l'avait fait descendre à Minsk, la capitale de la Biélorussie, et avait pris de l'avion un journaliste qui ne devait pas descendre là, qui devait aller en Allemagne, un journaliste biélorussien qui était un des principaux contradicteurs du dictateur de la Biélorussie, et il avait des écrits qu'il publiait dans les journaux et ailleurs qui dénonçaient les crimes de ce dictateur-là. Donc, il est arrêté injustement, illégalement, comme toute l'humanité l'a dit, et 6 jours après, on a vu à la télévision une entrevue à la télévision de la Biélorussie, une entrevue de ce monsieur-là, un jeune homme de 26 ans, dans laquelle il faisait son mea culpa. Il disait, j'adore la Biélorussie, mais j'adore encore plus son président, notre président qui est une des personnes les plus humaines de la planète, et son système qui est un des plus justes de la planète, etc., etc., etc. 6 jours. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé pendant ces 6 jours-là? Sinon une torture féroce pour faire changer cet homme de cette manière-là. Et puis ceux d'entre vous qui êtes associés à Amnesty International ou à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, vous savez parfaitement que les torturés de la planète se comptent par millions. Dans plus de 90 pays du monde, la torture est utilisée de manière routinière contre les prisonniers. Pensons à la prison de Guantanamo. Pensons aux torturés de la Chine ou de la Corée du Nord. Pensons à Israël où des centaines de Palestiniens croupissent dans les prisons sans jugement. Et parmi ces prisonniers, on trouve des adolescents, des enfants en prison. Et j'ai le cœur brisé quand je lis que certains des pays d'où beaucoup d'entre nous ont émigré au Canada torturent systématiquement les opposants au régime en place. Voltaire avait combattu l'esclavage. Or, l'esclavage est en pleine renaissance aujourd'hui. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont régulièrement achetés et vendus, notamment en Afrique, mais aussi dans la presqu'île arabique, en Europe de l'Est et dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Et savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Même dans notre pays, même dans notre beau Canada, il y a de l'esclavage. Selon Statistique Canada, c'est pas Jean Famier, c'est pas Marcel Fahmy qui le dit. Selon Statistique Canada, 865 victimes
ont été victimes de la traite d'êtres humains entre 2009 et 2016, et ce nombre est en constante augmentation depuis 2010. Voltaire avait combattu le fanatisme religieux. Or, le fanatisme religieux menace de nouveau notre planète d'une façon pressante. Ai-je besoin de vous rappeler ce que nous avons vu de façon déprimée sur nos écrans de télévision hier et avant-hier à cause d'un crime commis dans la ville de London en Ontario? Partout, des gens sont morts. Des gens continuent de mourir au nom de Dieu. Les fanatiques défigurent la providence et projettent sur elle l'avilissement même de leur nom, de leur âme, pardon. Les noms et les titres de ces fanatiques sont si connus que j'ai à peine besoin de rappeler les crimes horribles qui se commettent aujourd'hui en Irak, en Syrie, en Corée du Nord, en Chine, en France et ailleurs en Europe et dans 1000 autres endroits, et tout cela au nom de Dieu. Et en Israël, le fanatisme religieux implique que si vous n'êtes pas de la bonne religion, vous êtes un sous-citoyen. À cet égard, à propos de la persécution pour raison de religion, le drame des chrétiens persécutés est en train de prendre dans certains pays les allures d'un lent génocide. Toutes les enquêtes le prouvent. Aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus persécutée sur la planète et chaque jour, des centaines de chrétiens sont tués, torturés ou ostracisés à cause de leur foi. Et devant le silence assourdissant du monde devant ces crimes, et notamment de l'Occident, je me dis que nous aurions bien besoin aujourd'hui de la colère de Voltaire. Voltaire avait combattu la superstition. Or, la superstition est plus vivante que jamais. Et les sectes du temple solaire, certaines sectes évangéliques, notamment dans le sud des États-Unis, ainsi que toutes les autres sectes de la même farine, nous enseignent que le règne de la superstition et de la bêtise dangereuse est encore bien vivant. Voltaire avait combattu la censure et lutté pour la liberté de penser. Or, même de notre vivant, après la mainmise de la Chine sur Hong Kong ou le retour des talibans en Afghanistan, la première mesure des nouveaux maîtres a été de vider les bibliothèques de tous les livres, entre guillemets, subversifs, et quelquefois même de tous les livres subversifs ou pas. Et il faisait avec ces livres des monticules sur les places publiques et il brûlait ces monticules. Et dans le nord du Nigeria, dans les États où Boko Haram a imposé la charia, on brûle régulièrement des livres sur la place publique. Enfin, ai-je besoin de rappeler ce qui s'est passé récemment au sud de notre frontière, où une campagne sans merci voulait carrément modifier la réalité des choses. Et la censure n'est pas seulement active, elle est parfois insidieuse et se pratique dans notre pays même. Elle s'appelle quelquefois la rectitude politique. Quand une opinion minoritaire ne peut s'exprimer parce qu'on la ridiculise, ou quand les médias imposent un silence absolu à une opinion qui ne leur convient pas. Voltaire avait lutté pour la liberté de conscience et la liberté d'écrire. Or, il y a 30 ans, un fanatique avait émis un édit contre un livre de l'écrivain Salman Rushdie. Vous vous souvenez de cette histoire? On va voir de nouveau l'image, la photo de Rushdie à la diapo 21. Et il avait obligé ce dernier à se cacher pour ne pas être assassiné. Et je ne sais même pas si Rushdie est jamais sorti du lieu où il se cache. Un autre fanatique a assassiné un journaliste hollandais dont il n'aimait pas les opinions. D'autres fanatiques ont récidivé à Paris contre les journalistes de Charlie Hebdo. Je voudrais vous remontrer malheureusement l'image à la diapo 22 des journalistes assassinés. Et dans des dizaines de pays, l'Internet est surveillé et censuré pour empêcher les opinions gênantes pour les dirigeants de s'exprimer par écrit. Voltaire avait lutté et affirmé que les humains sont tous frères
et que la guerre est un fléau épouvantable. Or, aujourd'hui, les guerres se multiplient. Les humains s'entr'égorgent allègrement. Les femmes sont violées. Les enfants sont rendus orphelins. Et on n'a pas hésité, dans un coin malheureux de ce monde, à couper les mains ou les pieds des civils pour, entre guillemets, leur donner une leçon. Ma liste peut durer encore longtemps. Quelquefois, je me mets à rêvasser. Et si Voltaire revenait parmi nous? S'il revenait en ce monde avec son intelligence, son style inimitable, son rayonnement universel, et s'il nous disait « Suffit, ça suffit de vous entretuer. Vous êtes tous frères, chrétiens et musulmans, chiites et sunnites, catholiques et protestants, palestiniens et israéliens, blancs et noirs et jaunes. Suffit, ça suffit. Il faut revenir à la raison, éliminer la superstition, ne plus utiliser la religion pour la pervertir à vos propres fins. Suffit, ça suffit. Il faut abolir l'esclavage, cesser le trafic des femmes, empêcher la torture, vous souvenir enfin, comme je l'ai déjà dit, que nous tous, nous sommes enfants d'un même Père. Puis, je sors de ma rêverie, je m'attriste un peu car je me dis que c'est bien cela peut-être que Voltaire nous dirait s'il revenait parmi nous, mais que malheureusement, il ne reviendrait pas. Puis soudain, je me souviens d'un autre message du philosophe que Voltaire a mis à la fin de son Candide et qu'il n'a cessé ensuite de marteler partout et toujours, et notamment dans sa correspondance où il le répétait souvent. Et je le cite exactement comme il le dit, il faut cultiver son jardin. C'est-à-dire qu'à défaut de changer le vaste monde, du moins je peux changer le monde qui m'entoure. Que je peux apporter ma toute petite pierre à l'édification d'un monde meilleur. Que les femmes et les hommes, chacun dans sa sphère, chacun dans son milieu, peuvent contribuer à mieux organiser la vie terrestre. Tout n'est pas parfait sans doute, me dirait Voltaire, mais il dépend de nous tous. Il dépend de toi, Jean, il dépend de toi, Marcin, d'améliorer la condition humaine. Retrousse tes manches et va donc cultiver ton jardin. Je sors alors de cette seconde rêverie, je fais un clin d'œil mental à Voltaire, je me retrousse les manches et je me mets au travail. Et je vous remercie de votre attention ce soir.